Comment te faire obéir ou respecter par ton enfant sans rentrer dans un rapport de force systématique? Quelles sont les attitudes à adopter pour réussir à poser un cadre sans crier? Et enfin, quelles erreurs éviter pour installer plus de coopération que de domination au quotidien? Voilà les réponses et les astuces que tu vas entendre dans ce replay de l'épisode 99. Belle écoute à toi! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Je te partage aujourd'hui une room à propos de l'autorité qu'on avait fait sur le club du cercle parentalité sur Clubhouse. Nous évoquerons le fait de poser des limites fermes et bienveillantes à la fois, de se faire respecter sans être dominant, comment trouver une juste autorité avec nos enfants, qu'ils soient petits ou alors plus grands à l'adolescence. Nous allons parler donc de l'autorité en coopération avec nos enfants. Bonjour, bienvenue dans cette room. Je propose d'évoquer ensemble toutes nos questions, nos situations autour de l'autorité, comment on pose des limites à nos enfants, comment on arrive à leur dire non avec souplesse et bienveillance, c'est le mot d'ordre qu'on lit à peu près partout autour de la parentalité positive, savoir comment faire pour mieux communiquer à nos enfants les repères, les limites. Généralement, je vais plutôt parler de poser le cadre et donner des repères que se faire respecter, parce que se faire respecter, c'est un peu compliqué parce que on a l'impression qu'il y a une domination, on a l'impression qu'il y a un pouvoir. Donc c'est généralement pas l'angle que j'attaque quand je travaille autour de la parentalité. Je préfère installer des règles claires, précises, concises. Donc il y a tout un épisode autour de ça, de comment installer les règles en famille. C'est l'épisode 22. Pour poser des limites à un enfant, même qu'il soit ado ou enfant, parce que ça va commencer très tôt, ça va commencer à peu près à l'âge de 18 mois, vous allez voir que votre enfant va tâtonner dans la maison, aller récupérer des objets qui le concernent ou des objets qui ne le concernent pas. Il va essayer d'avoir des actions sur le monde extérieur, donc plutôt maladroitement au début, plutôt avec affirmation ensuite, et quand il va toucher tout le matériel à sa disposition, il va voir des réactions de ses parents, il va voir des réactions de ses frères et sœurs. Quand il va toucher aux objets de sa sœur, aux objets de son grand frère, il va voir l'effet, la conséquence de toutes ces actions. Donc parfois ça va être assez souple, parfois ça va être assez tranquille, et parfois ça va être un peu plus réactif. Parce que s'il attrape le vase qui était posé sur la table basse, un vase que vous aimez beaucoup, vous allez intervenir et vous allez lui poser une limite, vous allez lui poser une règle. Donc, comment faites-vous habituellement? Est-ce que vous arrivez en criant et en disant non, tu ne peux pas, stop, arrête-toi, en expliquant ce que vous attendez de lui ou en exprimant comment vous vous sentez au moment où il a dépassé, où il a eu un comportement inapproprié? Donc toutes ces situations peuvent arriver, tous ces schémas, tous ces scénarios peuvent arriver, puisqu'on n'est pas toujours maître de nos émotions quand notre enfant sort du cadre établi. Pour illustrer ce propos-là, on a parfois des enfants qui vont sur la route, qui sortent du trottoir, qui donc se mettent en danger au niveau de leur sécurité physique, au niveau de leur sécurité matérielle. Est-ce que c'est possible de faire autrement que de rattraper l'enfant très rapidement et de lui dire « mais ça ne va pas, tu ne peux pas faire ça, c'est très dangereux » et donc de lui exprimer la peur qu'on a eue, de lui exprimer comment on se sent quand il fait ça, quand il sort de la sécurité classique, qui sort de la sécurité habituelle, il n'est pas toujours en mesure de faire autrement. À ce moment-là,
il est en train d'exprimer son besoin d'aventure, son besoin d'indépendance, son besoin de choix. Et nous, on s'est très vite rendu compte du danger potentiel de son action, du danger potentiel de son comportement dans sa stratégie de nourrir son besoin d'exploration, son besoin de découverte, son besoin de liberté. Donc même si on comprend bien le besoin qui est derrière son action, nous, on va devoir ensuite, en tant que parents, mais c'est valable aussi pour les professionnels de la petite enfance, poser un cadre, poser des règles, poser des limites. Donc le sujet de ce soir, comment est-ce qu'on fait pour poser des limites à un jeune enfant ? Comment est-ce qu'on fait pour tenir les limites quand notre enfant grandit, quand notre enfant commence à vouloir son indépendance, son autonomie? Donc entre 10 et 15 ans, il va y avoir des frictions plus régulières autour des limites. Les limites sur les horaires, les limites sur les écrans, les limites sur la politesse peut-être, sur la répartition des tâches dans la maison. Donc ça, ce sont des observations que vous pouvez déjà avoir fait à la maison chez vous et aussi par rapport à ce que vous entendez de vos amis, de vos collègues, de vos frères et sœurs si vous êtes tata, marraine et que vous entendez autour de vous des difficultés autour des limites. Il y a beaucoup de textes dans les journaux en ce moment pour s'écharper autour de la parentalité positive qu'on accuse d'être alternativement soit du laxisme, soit de l'idéalisme. Donc je vous invite à regarder ce qu'on a comme intention réellement quand on veut poser des limites à nos enfants. Est-ce qu'on veut juste poser des limites pour dire qu'on est les plus forts, qu'on est le chef et qu'on veut dominer et avoir raison? Auquel cas, en effet, ça va être autoritaire, vraiment, on va partir dans une parentalité autoritariste, alors qu'on voudrait peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas actuellement, installer une parentalité plutôt souple et plutôt empathique. Comment installer une autorité empathique quand nous-mêmes, on est débordés par nos anxiétés, par nos colères, par notre culpabilité de ne pas se faire obéir par notre enfant? Ça va venir par une conscientisation, par une observation de ce que notre enfant est en train de faire, est en train d'agir. Si votre enfant vient toucher les choses fragiles de votre salon, vous avez plusieurs options sur votre éventail de stratégies. Vous allez soit lui dire « je ne veux pas que tu touches ces objets-là, ils ne sont pas pour les enfants ». Vous allez avoir une autre stratégie qui est de retirer les objets de sa portée sans lui expliquer pourquoi. Vous allez avoir une option possible de lui expliquer l'utilisation et la conception de chaque objet de votre salon. Ça, tu peux le toucher de telle façon, ça, tu peux l'utiliser de telle manière. Donc, vous allez faire des présentations de tous les objets du salon qu'il a le droit ou non d'utiliser. Et là, vous lui définissez un cadre d'autorisation, un cadre de liberté. Dans ce cadre-là, il pourra entendre ce que vous avez dit, assumer que s'il le fait alors que vous lui aviez dit non, il va enfreindre le cadre, enfreindre la règle. Et ce que je propose souvent au moment que j'avais en entretien dans l'école maternelle où j'étais, c'est de définir avant, en amont, avec le coparent si c'est possible, ce qu'il se passerait si l'enfant sortait de ce que vous avez expliqué. Si l'enfant sortait de vos recommandations, comment vous allez réagir ? Parce que si on se projette en se disant ça peut arriver régulièrement qu'un enfant ne fasse pas ce qu'on lui a demandé. Par exemple, si votre enfant laisse en plein milieu du couloir ses chaussures 4 jours de suite, vous allez sans doute réagir à ce comportement-là. Comment faire pour lui expliquer que vous avez besoin d'ordre, vous avez besoin de rangement, que vous avez besoin que les chaussures soient à leur place, sans crier, sans s'énerver, sans taper, sans punir. Alors, je prends l'option, évidemment, où on a l'intention de se connecter plus avec notre enfant que d'avoir raison et de le soumettre. Il peut y avoir parmi vous des parents qui sont encore au stade d'hésitation entre « je me fais respecter par mon enfant » égale « je me fais obéir » égale « j'ai raison et on ne discute pas, tu obéis ». C'est une option possible. Maintenant, si vous êtes en train de réfléchir à d'autres options, en effet, il y a d'autres options possibles quand on veut se faire obéir, c'est d'exprimer exactement ce qu'on attend par le prisme de nos ressentis et de nos besoins d'adultes, de parents, d'enseignants, d'encadrants. Tout ce que j'explique dans les rooms du cercle parentalité, tout ce que j'exprime dans les rooms des petits plus zen, c'est adaptable dès l'âge de 18 mois, dès que vous êtes en contact avec des enfants, que ce soit les vôtres ou que ce ne soit pas les vôtres. Vous allez pouvoir adapter tous ces outils-là en famille, en association, en colonie de vacances, avec vos neveux et nièces. Tout ça est adaptable. C'est-à-dire que si votre intention, c'est de vous connecter avec cet enfant ou cet élève-là,
La façon de parler avec lui sera donc venant de vous, en exprimant vos émotions, vos besoins, vos attentes, en définissant ce qui s'est passé, en observant les faits. Donc c'est un peu la trame de la communication non violente que je vous partage dans beaucoup d'épisodes du podcast également. Et quand vous avez défini ce que vous avez vu, par exemple, je vois les chaussures au milieu du passage depuis plusieurs jours. Apparemment, tu ne sais plus où les ranger. Apparemment, tu n'arrives pas à les ranger tout seul. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le fait que les chaussures soient au milieu du couloir? Donc là, dans ces cas-là, quand on propose une discussion à notre enfant, quand on propose une observation, une description des faits, on l'invite à réfléchir avec nous. Donc on suscite un peu plus de coopération puisqu'on pose la question à l'enfant et on le croit capable de réfléchir à une solution avec nous. Donc si vous entendez un peu la nuance, c'est moins descendant que si on arrive en disant « tu prends tes chaussures, tu les ranges, c'est comme ça, je t'ai expliqué la règle, c'est comme ça ». Ce sont des options qui restent possibles, notamment s'il y a danger, s'il y a urgence, si vous êtes excédé, ça va arriver qu'on donne la consigne fermement et que l'enfant obéisse. Maintenant, je vous invite à ne pas utiliser ce mode-là de soumission, d'obéissance passive sur chaque situation que vous vivez dans votre journée. Pour deux raisons. La première, c'est que ça va secouer un peu sa rayure d'identité à votre enfant. C'est que lui, il a besoin d'estime de lui, de confiance, d'accomplissement, de réalisation, comme tous les humains sur Terre. On a tous la même rayure jaune sur notre arc-en-ciel des besoins. Mais à ce moment-là, notre enfant, quand il entend des ordres, c'est comme si nous, notre patron ou notre belle-mère, nous donnait des ordres. On réagirait depuis notre rayure d'identité en disant « Je n'accepte pas que tu me dises quoi faire, comment faire, je ne suis pas ton objet, je ne suis pas ton soldat. » Certes, l'autorité est importante dans la relation parent-enfant, dans la relation maître-élève, dans la relation référent de crèche et petit loup, mais là, je vous invite à regarder que si on oublie l'identité de l'enfant, de l'élève constamment, il va y avoir un moment où ça va déborder de son côté, où il va exprimer un manque d'identité, de singularité, de prise en compte, de considération. Et là, on va sur la rayure après de relation, sur la rayure orange. Donc quand on veut se faire respecter et quand on veut co-construire les limites, que ce soit dans une classe ou que ce soit à la maison, on va partir des constats factuels de ce que l'enfant fait ou ne fait pas, du résultat de ses actions, des conséquences de ses actions, et on va essayer de lui faire conscientiser que son comportement a un impact sur le bien-être familial, que son comportement n'est pas celui que vous attendiez. Donc si j'observe avec lui, si je décris avec lui les résultats de ses actions, les suites de ses comportements, il va pouvoir se responsabiliser sur les conséquences de ses actes, il va pouvoir entendre dans quel état ça me met moi en tant qu'adulte, il peut voir aussi dans quelle émotion je suis. Si j'arrive à lui nommer que là, je suis un peu déçue parce que j'aime quand c'est rangé, donc vous allez partir de vous, vos arcs-en-ciel de besoin à vous, vos émotions à vous, vos flammes d'émotions, vous allez les expliciter et vous allez peut-être proposer à votre enfant de réfléchir ensemble à un compromis, à une solution gagnant-gagnant. Et là, si vous connaissez la communication non violente, vous retrouvez les 5 étapes. La première, c'est l'intention de se connecter avec l'enfant ou l'adulte sur lequel on veut poser une limite, trouver un cadre et avoir une autorité co-responsable. La deuxième, c'est d'observer les faits, de décrire les faits, d'exprimer les émotions de chacun dans cette situation-là, de décrire les besoins qui étaient en jeu, parce que peut-être qu'on n'a pas encore bien ciblé le besoin de l'enfant dans la situation, et même notre besoin à nous. Si je reprends l'exemple très classique des ados qui ne rangent pas leur chambre, moi c'est le cas à la maison, quand je veux enregistrer un épisode de podcast, je vais dans sa chambre qui est dans les combles, parce que ça résonne beaucoup moins et c'est plus loin de la rue, il y a moins de bruit, mais je suis dépitée par sa méthode de rangement. Donc si je ne me mets pas sur sa colline, si je ne me mets pas sur son arc-en-ciel de besoin et que je ne comprends pas que c'est une façon de vivre sa chambre, son espace et son autonomie et son indépendance, de ne pas ranger sa chambre, je peux monter au quart de tour dans une flamme de colère, de tristesse mélangée, de frustration, d'impuissance, qui pourrait me faire crier, hurler, taper, punir. Et dans ces cas-là, si je réagis comme ça, je ne prends pas en compte ses besoins à elle. Je ne prends pas en compte ses émotions à elle. Je ne cherche pas un compromis et
l'intention de me connecter. Je cherche juste à me faire obéir. C'est une option possible, hein. Mais à long terme, si on veut garder la relation pour que nos enfants continuent à nous respecter et nous considérer comme des adultes responsables et pas comme des adultes en désordre émotionnel et incapables de se maîtriser, parce qu'il peut y avoir aussi ce ressenti-là d'un enfant qui voit ses parents toujours en colère, toujours en train de s'inquiéter et se demander si, au niveau de la maturité des parents, il y a quelque chose d'inspirant et de modélisant. Ça peut être insécurisant pour un enfant jeune de voir que son parent est toujours énervé, toujours en train de s'inquiéter. Donc il y a une sorte de régulation à installer entre je me sens comme ça et je partage pourquoi je me sens comme ça. Tu n'es pas responsable de mon émotion, hein. J'insiste tout le temps sur cette notion-là de ne pas rendre notre enfant responsable de notre propre émotion, mais de bien faire la part des choses entre voilà l'action que tu as posée, quand je vois le résultat de cette action, ça me met dans cette émotion-là parce que j'avais besoin de cet élément-là. Donc selon la rayure où vous êtes sur votre arc-en-ciel de besoin, ça va être différent. Peut-être que vous aviez besoin de calme, peut-être que vous aviez besoin d'ordre, peut-être que vous aviez besoin d'échange et d'expression. Ça peut être différentes rayures. Mais de lui exprimer ça va vous permettre de co-construire le règlement, les limites et les repères. Donc sur les dernières années où j'étais enseignante, c'est comme ça qu'on construisait les règles de vie dans la classe. Alors c'est pas toujours confortable, hein, parce que quand j'ai commencé, souvent la maîtresse affichait les règles, disait que c'était comme ça et pas autrement. Après, au cours des 20 ans, ça a un peu évolué. Au bout de 10 ans environ, on se rendait compte que si on apportait les règles et qu'on ne les co-construisait pas avec les élèves, elles avaient beaucoup moins de chances d'être comprises et appliquées et assimilées, parce qu'en fait, elles étaient descendantes, ces règles. C'était l'école qui décidait de toutes les règles. Et j'invite, je pense que je le dis dans l'épisode 22, j'invite à préciser très tôt aux enfants que quand il y a une règle à la maison, ça peut ne pas être la même règle partout. Ça peut ne pas être la même règle dans la maison du cousin ou de la petite copine de droite à l'école. Les règles peuvent être différentes d'une maison à l'autre et les lois s'appliquent par contre à tous les habitants de la ville, de la région, voire de la France, suivant l'âge de votre enfant. Donc vous pouvez faire une nuance entre les règles de la maison, les règles de l'école, les lois. Ça veut dire que les lois, il y a aussi papa et maman qui ont des règles à respecter. Ça s'appelle des lois. C'est la République, l'État, le président qui est garant des lois. Alors ne jouez pas à la peur de la police et la peur du gendarme. Apparemment, il y a eu une tendance sur TikTok où on menaçait les enfants d'appeler la police quand ils faisaient une bêtise. Donc je pose ça là, hein, mais ne jouez pas à la peur du loup, à la peur du policier, parce que ce n'est plus du tout crédible que l'autorité peut être intériorisée et extériorisée. Ça veut dire que la règle existe même quand il n'y a pas la police. La règle existe même quand il n'y a pas papa. J'avais des mamans qui me disaient ça en classe en me disant, de toute façon, quand il fait une bêtise, je lui dis, ah, tu vas voir quand papa va rentrer. Mais papa n'est pas le garant des règles de la maison. Les règles de la maison, elles sont en connivence entre les deux coparents, qu'ils habitent encore ensemble ou qu'ils soient séparés. Donc là aussi, c'est une question de communication. Si vous avez du mal à établir les mêmes règles et que vous êtes en résidence alternée ou que vous êtes plutôt en tension en ce moment, oui, l'enfant va avoir du mal à respecter des limites qui soient un peu plus floues que d'habitude, qui soient un peu moins tenues que d'habitude. Donc pour poser une limite, ce que je conseille, notamment dans l'épisode 22, c'est d'y réfléchir avant que la situation arrive, pour ne pas être sous le coup de l'émotion et dans l'urgence, de réfléchir à si l'enfant faisait ça, comment on pourrait réagir? Qu'est-ce qu'on lui dirait? Est-ce qu'il y a un mode d'expression? Est-ce qu'il y a un mode de réparation? Est-ce qu'il y a des conséquences mises en place s'il a un comportement qui ne nous convient pas? Donc je ne parle pas de punition, je ne parle pas de bêtises, je ne parle pas de caprices. Ce sont d'autres épisodes que vous pouvez retrouver dans le podcast, notamment l'épisode sur les bêtises, je crois que c'est le 45. Et l'épisode sur les caprices, je crois que ça doit être le 42. Si vous voyez que son comportement ne vous convient pas, il faut le ramener aux repères initiaux. Il faut le ramener aux règles que vous aviez définies avec le coparent de préférence. Quand l'enfant entend la même règle plusieurs fois, une vingtaine de fois, au bout d'un moment, il ne va plus chercher à la transgresser parce qu'il va voir qu'elle est ferme, qu'elle est définitive, qu'elle est régulière, qu'elle est constante, qu'elle est cohérente et que papa et maman
ont la même vision de cette règle et de ses conséquences. Alors oui, ça demande un petit peu de préparation en amont, entre adultes, mais vous allez gagner beaucoup de temps au quotidien quand les enfants vont tester, essayer, ajuster, tester, essayer, ajuster. Un des métiers de l'enfant, c'est de vérifier ce qu'on lui explique. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'à chaque fois, c'est la même réponse? Est-ce que c'est le même résultat? Si vous lui dites on n'a pas le droit de manger des bonbons après 20 heures et qu'il vous voit après 20 heures manger des bonbons, qu'il voit sa grande sœur manger des bonbons après 20 heures, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de comprendre la règle, puisqu'il voit que les gens autour de lui ne la tiennent pas, cette règle, ne la respectent pas. De la même manière que si vous voyez autour de vous des gens crier et que juste après, vous lui expliquez que non, il ne faut pas crier. Pour lui, ça manque de cohérence. Donc quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui semble ne pas respecter une règle, et ça peut être très facile à trouver, juste quelqu'un qui ne traverse pas sur le passage piéton, pour un enfant de 2-3 ans qui est dans une période sensible de l'ordre, si vous lui avez expliqué qu'on doit toujours traverser sur un passage piéton, quand l'enfant va voir quelqu'un qui ne traverse pas sur le passage piéton, il va se dire ce n'est pas normal. Parce qu'à ce moment-là de son développement, il est dans une période sensible de l'ordre, où ça doit être régulier, répétitif. Et quand l'enfant voit que ce n'est pas la règle qu'on lui a expliquée, il cherche les exceptions, il cherche la limite. Donc si vous lui expliquez que quand on veut traverser la rue, on utilise le passage piéton, on attend que le petit bonhomme soit vert, on voit que les voitures sont arrêtées, on regarde à droite et à gauche, ce sont des règles de vie, de sécurité routière. Quand vous les énoncez à votre enfant dès qu'il a 18 mois, il va les entendre plusieurs fois, il va les entendre en répétition, et ensuite il va facilement pouvoir les appliquer. Mais qu'il les applique, c'est une chose. Mais quand il va voir un autre adulte ou un autre enfant ne pas les appliquer, là, l'incohérence va venir dans son cerveau. Il va se dire, c'est pas comme ça qu'on m'a dit de faire. C'est pas comme ça qu'on apprend. C'est comme si la première fois que vous vouliez manger un yaourt avec une fourchette, votre enfant, il va avoir un mouvement de mais non, c'est pas comme ça. On n'a pas le droit de manger un yaourt avec une fourchette. Parce qu'eux, ils ont une logique sur leur rayure bleue d'arc-en-ciel des besoins, sur leur rayure de sens, de cohérence, de signification, de compréhension. Donc, quand vous mettez un peu d'humour très tôt dans sa vision du monde, il va pouvoir comprendre que tout le monde ne respecte pas les règles, qu'on peut détourner certaines règles qui ne sont pas sécuritaires. Il ne s'agit pas d'enlever ses brassards quand on va se baigner à la mer et qu'on a 4 ans, parce que là, ce n'est pas de l'humour, là, c'est un danger vital. Mais votre enfant, il ne pourra trouver ces repères-là que si vous lui expliquez à chaque fois les conséquences de ses actes, vos attentes précises, et on donne nos attentes, on ne donne pas ce qui est interdit. Ça veut dire qu'on définit le comportement qui est attendu au lieu de dire tu n'as pas le droit de. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est quand on dit à notre enfant arrête de crier, stop, tu arrêtes de crier, tu ne cries plus. Là, on lui donne une interdiction, on lui donne une limite, mais on ne lui a pas donné le comportement qu'on attendait de sa part. Donc c'est comme si on lui donnait une non-définition. Quand vous voulez poser une limite à votre enfant, à votre élève ou à quelqu'un que vous gardez de plus jeune que vous, vous allez lui expliquer ce que vous attendez de lui, dans quelle mesure ce serait intéressant pour lui de respecter cette limite et quelles sont les conséquences s'il ne le faisait pas. Alors on ne va pas passer notre journée à ça, bien entendu, mais si vous le faites à chaque nouvel objet, à chaque nouveau lieu, à chaque nouvelle personne, l'enfant va s'habituer à entendre ces règles-là et il ne cherchera plus à les dépasser puisqu'il voit qu'elles sont stables, il voit qu'elles sont cohérentes, il voit qu'elles sont fixes et que vous allez tenir ces règles-là. Quand je dis non à mon enfant, il faut qu'il entende pourquoi j'ai intérêt à dire non, quel est mon intérêt quand je dis non et quel est son intérêt à lui quand je lui dis non. Est-ce que je lui dis non parce que je veux juste être le chef, être celui qui décide parce que c'est moi l'adulte? Est-ce que je lui dis non dans un intérêt commun que tout le monde reste en sécurité et que on garde une bonne ambiance? Si un enfant se mettait à lancer de l'eau sur tous ses copains dans le jardin, ça pourrait très bien être un jeu intéressant. Mais si votre enfant, au milieu d'un mariage, prend une bouteille d'eau et commence à arroser la mariée, là, vous allez moins rigoler en fait, parce que le cadre, le contexte n'est pas réservé à cette action-là. Donc quand je dis non à mon enfant, quand je dis non à mon élève,
je me replace dans les repères, dans les lieux, dans les descriptions que j'avais peut-être déjà posées. C'est pour ça que je vous invite à chaque nouveauté, à chaque nouvel objet, à chaque nouvel arrivant, à chaque nouveau contexte, par exemple si vous partez en vacances à l'étranger, à expliciter vraiment, à verbaliser. Donc verbaliser, c'est l'épisode 11, je crois, et la cohérence, l'épisode 12. Et quand vous allez expliquer les règles, mettre de la cohérence, expliquer les règles, mettre de la cohérence, l'enfant va s'imprégner de tout ça. Ça ne va pas vous garantir qu'il ne va pas sortir du cadre. Ça ne va pas vous garantir qu'il ne va pas faire ses expériences quand même, parce qu'il a, sur sa rayure d'expérimentation, besoin de découvrir des nouvelles choses et besoin de tester les limites. Mais le jeune enfant, au bout d'un moment, s'il voit que vous êtes régulier, que la limite vous la tenez, que vous répétez la même chose, que les mêmes conséquences arrivent et que les mêmes actions réparatrices arrivent, il va arrêter de provoquer. Il va arrêter de recommencer parce qu'il va voir que l'adulte tient sa limite. Lui dire non, c'est lui expliquer que les conséquences de cette action-là ne correspondent pas au bien-être, au vivre ensemble, à la situation, à son âge ou à ses compétences physiques. Si votre enfant veut apprendre à faire du tir à l'arc, il va essayer de faire du tir à l'arc, il va voir que l'arc est trop tendu, il va voir que son bras est plus petit que la flèche. Donc là, vous n'avez presque pas besoin de lui dire non, il va comprendre que ce n'est pas adapté à son corps. Mais imaginons, malheureusement on voit ça dans l'actualité aux États-Unis, imaginons un enfant qui tomberait sur les armes de son père, de son oncle, de son grand-père, dans un cagibi, dans la cave. Si on ne lui a pas expliqué à quoi servait une arme, que c'était pas pour les enfants, que c'était très dangereux, lui, rayure d'exploration, il découvre une arme, il a vu ça dans les dessins animés, il a vu ça dans les films, il va prendre l'arme et il va s'entraîner. Quelqu'un va rentrer au milieu de la pièce à ce moment-là et accident domestique grave. Heureusement, en France, c'est moins répandu, mais quand on voit le nombre d'accidents dans les piscines, dans les noyades, chaque été, il y a une dizaine d'enfants qui se noient parce qu'ils n'ont pas compris qu'être seul à côté d'une piscine, on pouvait chuter dans l'eau, on pouvait se noyer. Un enfant peut se noyer en moins d'1 minute et là, il peut échapper à la vigilance des parents. Dire non, c'est toujours mettre en sécurité l'enfant, le mettre dans une cohérence avec ce qu'on veut pour la famille, pour la collectivité. Si on prend les noms du code de la route, ils sont censés protéger tous les utilisateurs. Quand on voit un panneau stop, on n'est pas en train de négocier sur est-ce que ce panneau stop est justifié, est-ce que moi j'aurais respecté ce panneau stop. On considère que s'il y a eu un panneau stop, ça protège des accidents éventuels à cet endroit-là. Donc on peut se rebeller contre certaines règles et les enfants en période d'adolescence vont le faire. Ils vont essayer de transgresser la règle pour tester leur pouvoir. Donc on est encore sur la rayure verte de pouvoir et de contrôle. Est-ce que je peux m'affirmer? Est-ce que je peux tester? Est-ce que je peux repousser la limite ou pas? Donc j'en parle un peu dans le Terrible 2 aussi, donc l'épisode 72, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme à l'adolescence, les enfants vont vouloir repousser la limite. Et ce que je vous invite à faire, que votre enfant soit en période de Terrible 2, auquel je ne crois pas, hein, mais comme j'ai fait un épisode entier, je vais pas reboucler sur cet épisode-là, mais à l'adolescence, il y a aussi ce phénomène qui revient. C'est que les limites, il les a comprises. Quand vous dites non, il a très bien compris, il a tout bien entendu, mais il y a quelque chose dans son autonomie, dans son identité, dans sa puissance, qui lui fait comprendre qu'il va quand même tester plus loin, se mettre un peu en danger, pour voir s'il est surhumain, surpuissant, quelles sont ses limites physiques, d'intégrité. On leur dit non pour qu'ils comprennent les dangers, on leur dit non parce qu'on les aime, on leur dit non parce qu'on pense aux conséquences de leurs actes, et on leur dit non parce que nous, on a de l'expérience. Mais je le mets en dernier, parce que si on commence par ça, si on commence par dire « moi je sais et toi tu te tais », c'est vraiment vouloir écraser de toute sa superbe, de toute sa hauteur, notre enfant qui ne demande qu'à comprendre le monde. Donc, est-ce qu'on est là pour lui expliquer qu'il a tort, qu'il est petit, qu'il ne sait pas faire, ou est-ce qu'on est là pour lui expliquer qu'on va l'accompagner sur cette découverte du contexte, des circonstances, des lieux, et que s'il a besoin d'aide, on sera encore là, mais que pour sa sécurité, pour le bien-être du groupe, de la famille, on lui pose des repères, des limites et un cadre sérieux, strict et explicite. Le terme d'explicité,
il est parfois un peu difficile à comprendre, hein, notamment quand on est un jeune enseignant, quand on est un jeune parent. On se dit, mais c'est très très compliqué en fait d'expliciter et de donner des repères clairs à un groupe d'enfants. Parce qu'on pense qu'ils comprennent du premier coup, qu'on n'a pas besoin de répéter, qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Et il y a pas mal de jeunes parents qui me disaient en classe, mais on passe notre journée à redire la même chose. Tout à fait, vous passez votre journée à répéter et à redire la même chose parce qu'ils vont justement vérifier que la règle n'a pas changé entre le lundi et le jeudi. Que la règle chez papy, effectivement, c'est pas la même que chez vous. Et la règle chez tata, c'est encore pas la même que chez vous. Donc, il y a une faculté chez l'enfant de comprendre que à la crèche, il y a certaines règles. À l'école, il y a certaines règles. À la garderie, il y a certaines règles. Chez tonton, il y a certaines règles. Et puis, si vous ne vivez pas avec le parent, l'autre parent, si vous êtes en garde séparée, peut-être que les règles ne sont pas pareilles chez papa et chez maman. C'est possible. Et l'enfant est flexible dans ce cas-là. Mais la cohérence, il va quand même la chercher sur la régularité de cette règle-là. Je voulais revenir sur le terme de prioriser parce que quand on essaye de poser son autorité, au début, on part un peu dans tous les sens. Ça veut dire qu'on veut régler l'heure du coucher, régler l'alimentation, régler les sorties, régler la manière de parler. Tu ne me parles pas comme ça. Tu dis s'il te plaît, tu dis merci. Peut-être que quand on est au début de cet ajustement sur l'autorité, notamment si vous avez trouvé que vous avez été un peu permissif pendant quelques années et que vous voulez retrouver un peu de fermeté dans votre autorité et pour vous et pour l'enfant, il ne s'agit pas de lui imposer tout, il s'agit de trouver ce qui est vraiment prioritaire comme règle pour vous. Est-ce que pour vous la politesse est incontournable et que s'il ne dit pas merci, vous risquez de le punir? Est-ce que pour vous c'est négociable de dire bonjour à quelqu'un ou non? Est-ce que vous allez laisser passer certaines choses ou pas? Et c'est propre à chaque famille de s'interroger sur cette question-là. C'est à vous de voir quelles limites vous allez prioriser, quel domaine de vie vous allez prioriser en fonction de sa maturité. Exemple très précis, si votre enfant va faire sa première rentrée à l'école, l'année de la rentrée à l'école, on évite de rajouter une pression supplémentaire avec d'autres éléments. Parce qu'il va avoir déjà ce passage, ce changement mental, cette mise à jour de la collectivité, de la socialisation, qui va être déjà très confrontante. Donc prioriser, c'est voir aussi la capacité de l'enfant à assimiler toutes les informations qu'on vient de lui dire. Parce que vous lui avez expliqué déjà plein de règles, il y en a beaucoup des règles. Donc quand vous allez établir vos priorités, je vous invite à faire peut-être une colonne par enfant. Imaginons que vous avez 3 enfants à la maison. Il va y avoir vos 2 priorités pour l'adolescent, vos 2 priorités pour l'enfant de 8 ans et vos 2 priorités pour l'enfant de 3 ans. Et là, on va pouvoir ensuite co-construire avec lui. Si cette règle n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on va mettre en place selon toi si il y a débordement? Et là, une fois de plus, vous allez l'induire, vous allez lui faire participer au règlement de la famille. Vous allez le faire participer aux compensations, aux conséquences logiques, aux conséquences naturelles. Je te fais confiance, j'ai beaucoup d'estime pour toi, je te crois capable de, mais cette règle pour moi, elle est prioritaire. Si tu ne la respectes pas, il y aura des conséquences. Donc vous pouvez, en tant qu'adulte, réfléchir à la conséquence. Vous pouvez réfléchir aussi à la conséquence logique. Si on prend un enfant qui aurait dessiné sur le mur, chaque année à l'école, il y a des enfants qui dessinent par exemple sur les puzzles. Donc très simplement, on va lui dire, tu veux utiliser des feutres? Les feutres, c'est sur une feuille. Tu veux utiliser les puzzles? Tu vas ranger ton feutre. Là, c'est le rappel de la règle. C'est le rappel de l'utilisation du matériel. Donc ça, c'était juste les objets. Maintenant, il faut qu'on répare ce qui s'est passé. Tu as dessiné sur le puzzle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que ça ne va pas. Donc l'enfant, généralement, se dit, on va effacer, on va nettoyer. Donc comment tu vas faire pour nettoyer? Donc il va dire qu'on va prendre une éponge ou un pchit et on l'accompagne jusqu'à ce qu'il y ait eu la réparation de l'action qui n'était pas attendue, de l'action qui était sortie du cadre. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'options possibles une fois que votre enfant aura décidé de ce qui était valable, pas valable, de ce qu'il a débordé, pas débordé. Il y a des enfants qui vont se fermer complètement aussi, parce qu'ils vont se sentir pris en faute, pris en défaut, que vous vous soyez rendu compte de la bêtise et du débordement, parce que si vous lui aviez interdit de jouer aux billes et qu'il a sorti les billes quand même
et qu'il y a des billes partout dans la chambre, vous aviez posé la limite, vous aviez posé le cadre, vous aviez dit non, l'enfant a transgressé sciemment la règle. Donc là, il va pouvoir bouder, il va pouvoir faire semblant, il va pouvoir s'énerver, il va pouvoir balancer des objets. Ça, c'est juste une expression de sa flamme à lui. Ça ne veut pas dire qu'il remet en question la règle. Ça veut juste dire qu'il exprime son mécontentement et sa frustration de s'être fait attraper, de s'être fait prendre, tout comme quelqu'un qui aurait fraudé à un examen ou qui aurait pris le flash sur l'autoroute se mettrait dans la même émotion de frustration d'avoir été topé à 130 alors que cette route, elle était limitée à 90. Donc on ne reproche pas l'émotion de celui qui a transgressé la règle. Par contre, on l'invite à considérer, à décrire, à observer et à co-construire comment réparer ce qui a été débordé. Comment revenir à une harmonie et un monde où les règles sont respectées. Et vous pouvez à chaque fois répéter que pour vous, c'est important que chacun respecte les règles de la maison ou respecte les règles de la classe. Et en quoi c'est important ? C'est important parce que chacun a sa place, que chaque identité est respectée, que chacun a le droit à la parole et que là, si tu es en train de crier pendant des heures, tu débordes du cadre parce que les autres ont envie de se reposer. Ton frère a envie de dormir. Si tu as vraiment envie de crier, tu sors avec papa, tu vas au parc, tu vas jouer au ballon, tu vas crier au parc. Donc on va rediriger l'action pour qu'il soit satisfait son besoin, mais on ne va pas laisser passer la règle du genre tu as le droit de crier dans la maison. Prenez aussi beaucoup de temps avec chacun des enfants pour expliciter ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos rêves, vos projets. Et ça va nourrir le lien entre vous, que ce soit votre élève ou que ce soit votre filleule. Ça va nourrir suffisamment le lien entre vous pour que vous soyez une personne de confiance, une figure d'attachement principale ou provisoire si vous êtes l'enseignant. Et en tant qu'enseignant, l'enfant aura beaucoup plus facilité à respecter les règles de vie et les règles qui ont été posées par cet adulte-là, d'autant plus qu'il aura été à d'autres moments écouté, conseillé, valorisé, considéré et qu'on lui a laissé aussi sa parole, son identité s'exprimer, sa façon d'explorer et de découvrir s'exprimer. L'enfant qui se sent bien dans ses besoins aura plus facilement tendance à respecter ce qu'on lui demande qu'un enfant qui ne va pas bien, qui ne se sent pas écouté, qui ne se sent pas respecté, qui ne se sent pas libre d'agir dans le monde, d'avoir un pouvoir sur le monde. Un pouvoir dans le sens patouiller dans la terre, jouer au sable, aller sauter dans les flaques d'eau, se divertir, se détendre, s'exprimer. Voyez si, par rapport à l'autorité que vous avez installée jusqu'à présent, ça vous convient comme ça. Si vous ne voulez rien changer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si vous sentez que vous avez l'impression d'être toujours en train de râler, de répéter la règle, de punir, de vous fâcher, il y a peut-être d'autres méthodes en amont pour présenter les règles de vie à vos enfants, à votre classe et tout ça. Si on ne donne pas de consignes à un enfant, il va pouvoir découper les rideaux, découper les cheveux de sa sœur, etc. Si vous lui expliquez où est-ce qu'il a le droit d'utiliser les ciseaux, avec quel matériel, dans quel contexte, est-ce qu'il doit être à côté d'un adulte, est-ce qu'il a le droit de les prendre tout seul, et bien ensuite vous pourrez lui dire « Ah, rappelle-moi, c'est quoi l'utilisation avec les ciseaux? Comment on fait? Où est-ce qu'on les range ?» Si vous lui avez défini le protocole d'utilisation, vous pourrez ensuite vous y référer. Quand on sait pourquoi elle fait sens pour nous, cette règle, on n'est même plus en train de la répéter parce qu'on est en train de l'incarner debout et qu'un simple regard vers l'enfant, si on l'a bien expliqué, cette règle, on n'a même plus besoin de rien dire. L'enfant, il l'a déjà su que là, ça ne se passait pas comme c'était autorisé. Et si vous êtes très attentif, quand vous voyez un enfant faire une bêtise dans un parc, il y a très souvent un petit regard en direction de son parent pour voir s'il va se faire arrêter avant la bêtise ou s'il va se faire arrêter après la bêtise. Le cadre, pour moi, il est souple, il est adaptable. Oui, il peut y avoir des trous dans le cadre, mais dans notre façon de poser le cadre avec nos enfants, il me paraît intéressant de voir est-ce que je suis trop ferme et il a plus de liberté ou il peut se sentir injustement privé de ou restreint dans. Je pense notamment aux écrans parce que c'est vraiment le cas le plus classique. Au tout début, quand j'ai dit à ma fille « tu as le droit à ton téléphone que de 18 à 20 heures », elle était offusquée, c'était pas juste, c'était une règle qu'elle trouvait injuste. Maintenant, ils ont le droit de trouver ça injuste.
Et nous, on a le droit de savoir pourquoi on a choisi cette règle-là. Peut-être qu'on s'est renseigné, peut-être qu'on fait comme notre sœur, peut-être qu'on fait parce qu'on a lu ça dans un livre. Et je ne suis pas en train de justifier que vos règles sont bonnes ou qu'elles ne sont pas bonnes. Je suis en train d'essayer juste de vous faire entendre que dans nos choix de règles, parfois, notre enfant va quand même être déçu, va quand même trouver ça injuste. Et ça fait partie du jeu des parents. Ça veut dire qu'en tant que parent, en tant que maîtresse, je peux accepter de décevoir mes élèves. Je peux accepter de décevoir mes enfants parce que c'est pour le long terme et pour leur bien. Si vous avez des raisons de priver votre enfant, c'est peut-être qu'il y a trop de peur à travailler, qu'il y a vraiment des flammes d'impuissance, des flammes de doute, des flammes de frustration, de ne pas pouvoir contrôler ses fréquentations, de ne pas pouvoir contrôler ses actions. Mais c'est ça être parent. On n'élève pas nos enfants pour qu'ils nous appartiennent et qu'ils soient des robots. Donc quand on pose la première autorité autour du Terrible 2, quand on pose l'autorité quand ils ont 8-10 ans, qui commencent à aller chez des copains et tout ça, ça peut réveiller en nous quelque chose de difficile à aller explorer, à aller voir les braises de notre cheminée, à aller voir s'il y a quelque chose qui est resté un peu coincé. Donc moi j'ai un outil qui s'appelle le bocal à deuil qu'on fait avec les clientes. Et parfois on se rend compte que oui, nous on a été privés de sortie et donc on croit protéger notre enfant parce que nous-mêmes on a été mis en situation dangereuse, difficile et tout ça, mais rien ne prédit que ce qu'on a vécu nous va se reproduire pour lui. Par contre, toutes nos peurs, si on ne les travaille pas, on peut quand même se dire qu'on est un peu manipulé par la peur qu'on a pour nos enfants plus tard. Et je vous invite à regarder si les règles très serrées que vous avez tendance parfois à appliquer ne cacheraient pas une sorte d'impuissance à voir que nos enfants vont vivre des choses difficiles, vont avoir des émotions désagréables dans leur cheminée, ne vont pas savoir tout le temps comment faire, ne vont pas toujours comprendre les bonnes stratégies parce qu'ils ont besoin de faire leurs propres expériences. Et que nous, on est là en tant que porte-avions, on est là en tant que réception de problèmes, on est un peu le service après-vente pour leur permettre de trouver des solutions optimales dans leur vie, mais que si je serre très fort les règles et la bride quand ils sont très jeunes, il va y avoir très vite un clash, la plupart du temps, parce que l'enfant veut exprimer qui il est, veut tester son existence dans le monde, veut prendre sa place. Donc, vous avez peut-être des enfants très jeunes, et là, ça ne va pas vous parler tout de suite, mais pour avoir observé ça dans les enfants que j'ai eus à 3 ans et qui ensuite ont eu 20 ans, mes anciens élèves ont maintenant plus de 20 ans, pour avoir vu ça avec ma première fille, pour voir ça avec les enfants de mes amis, je peux annoncer, alors c'est pas une science exacte, plus les règles ont été cohérentes dès la petite enfance, et moins la phase d'opposition va être grandiose, extravagante. Parce que l'enfant aura compris qu'on ne fait pas ça pour l'embêter, va comprendre qu'on ne fait pas ça parce qu'on est frustré, quand on est en revanchard, parce que nous, on nous a privés de tout ça, et donc on veut les priver de tout ça, et on va admettre qu'il y a un certain lâcher-prise à faire entre sa liberté et son respect des règles, entre le monde familial, le monde scolaire, et son autonomie et sa singularité. C'est pour ça que j'en reviens toujours à cette notion de l'arc-en-ciel des besoins, parce que l'enfant, sur sa colline, il voit surtout ses besoins, et c'est normal. Il est assez égocentré au début. Donc si on ne vient pas lui dire, bah oui, mais quand tu fais ça, voilà comment je me sens. Quand tu fais ça, voilà la conséquence. Alors je ne te rends pas responsable de ce que je ressens, mais voilà ce qui se passe quand toi, tu dépasses la règle. Quand toi, tu rentres après minuit. Quand toi, tu décides de taper ton frère. Quelles sont les conséquences sur la vie de la famille ? Et l'ado difficile, souvent, c'est quand même une régulation des émotions qui n'a pas été faite en famille. Donc, il va essayer de la faire avec sa bande d'amis. Il va se chercher une autre appartenance sociale. Ça peut être une association, ça peut être des amis, ça peut être la musique, le sport. Et tant mieux s'il trouve autour de lui des personnes qui soient plus émotionnellement matures, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Ça veut dire que si on serre très fort à la maison et que l'enfant veut vivre sa vie et tombe à son tour sur des personnes qui ne sont pas très équilibrées, ça peut le mettre encore plus en insécurité. Et de la même façon, parce qu'on n'a pas trop abordé le cas, mais c'est important de le dire, si on n'a mis aucune règle à la maison, l'enfant va chercher la limite à la maison et ne la trouvant pas à la maison, va chercher aussi la limite dans le monde extérieur, va chercher à tester si un jour on va lui dire de s'arrêter, on va lui poser une règle, on va lui poser une loi. Parce qu'on en avait parlé avec une psy scolaire qui nous avait expliqué ça en réunion.
À un moment, il faut que l'enfant se sente sécurisé, qu'il n'est pas tout puissant, qu'il n'est pas tout puissant dans la classe, qu'il n'est pas tout puissant avec sa mère, qu'il n'est pas tout puissant avec son père. Donc il ne s'agit pas de le soumettre, de le contraindre, de le taper. Il s'agit juste de dire tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux. Il y a des interdits absolus. Alors lesquels? Ça dépend de vous. La loi a décidé certains interdits, donc ça on peut s'y référer, c'est écrit noir sur blanc, c'est factuel, on peut aller chercher les textes de loi et leur faire observer. Il y a telle ou telle loi, telle conséquence, telle punition. Il y a la prison. Il y a encore beaucoup de dessins animés où il y a des gentils et des méchants, donc c'est très caricatural, mais à un moment donné, certains enfants se disent que c'est une référence possible de comprendre que là, c'est autorisé, là, c'est interdit, que les gentils sont félicités et que ceux qui ne font pas ce qui est autorisé sont punis, sont mis à l'écart, sont critiqués. Le vocabulaire autour des punitions, autour de l'autorité, il est en train d'être manié par beaucoup de créateurs de contenu, par beaucoup d'accompagnants, d'auteurs aussi. Quels que soient les mots que vous utilisiez, je vous invite à sortir de punir, à sortir de bêtises, à sortir de c'est moi qui ai raison, et vraiment aller sur un mi-chemin, un compromis entre ça tu en as besoin, je l'entends. Alors on va trouver des stratégies qui sont compatibles avec la vie scolaire, avec la vie de famille. Moi j'ai aussi des besoins, tu ne peux pas tout faire. Il faut qu'on harmonise tes besoins et les miens. Il faut qu'on trouve des règles communes pour notre famille, surtout si l'âge des enfants est très différent. Si à la maison il y a un ado et 2 petits, il faut trouver un compromis. L'ado ne peut pas débarquer en pleine nuit, mettre sa musique à fond s'il y a des enfants qui dorment. Donc il faut entendre les besoins de chaque membre de la famille, tout comme en société, il faut entendre qu'on peut difficilement mettre une discothèque à côté d'une maison de retraite, quoique ça pourrait passer s'ils sont tous sourds. Donc le compromis dans la société, il n'est pas très représentatif, c'est vrai, mais les enfants trouvent du sens quand on essaye de leur donner du sens. Si on veut rien donner comme sens, si on veut se taire, si on veut être complètement laxiste et leur dire « oh bon, ils verront bien plus tard », c'est une sorte de démission parentale. Je ne juge pas ceux qui le font. J'ai vu des parents le faire au cours de ma carrière. J'étais triste pour les enfants, mais moi, en tant qu'enseignante, j'ai posé le cadre. Et j'ai même eu des retours, j'en parle dans l'épisode 18 sur l'entretien aux familles, j'ai même eu des retours où les parents me disaient « mais ils respectent les règles à l'école ?» Je leur disais « bien sûr qu'ils respectent les règles. Parce que quand les règles sont claires et que les conséquences sont claires, l'enfant respecte les règles. » Et les parents ne me croyaient limite pas, en me disant « mais à la maison, il écoute rien, il fait ce qu'il veut, et il m'écoute pas, il m'obéit pas. » Je dis « oui, mais votre rapport à l'autorité n'est pas le même que le mien à l'école. » Et je dis pas que c'est plus facile de l'installer à l'école, parce qu'il y a vraiment des collègues qui n'arrivent pas à installer une autorité en classe, et c'est le cas de certains remplaçants aussi. Mais quand on veut installer une autorité à la maison, pour qui on le fait? On le fait pour l'enfant sur le long terme? On le fait pour qu'il soit un adulte responsable et citoyen? Ou on le fait pour avoir la paix? Et ça, c'est souvent une question qui désarçonne un peu les parents avec qui je travaille. Si je pose une autorité pour avoir la paix, ça risque d'être très autoritaire et ça risque d'être très descendant et d'avoir des conséquences plutôt négatives sur le lien à long terme. Ça peut être des enfants qui coupent avec la famille, qui vont faire leur vie ailleurs, qui prennent un conjoint étranger, qui partent à l'étranger et tout, parce que le lien n'était pas suffisamment nourri et sécurisant. Et à contrario, si un parent ne veut mettre aucune règle, tu fais comme tu veux, tu vas où tu veux, l'enfant, quand il va trouver le monde du travail, quand il va comprendre que les relations, ça demande des efforts, ça demande du contexte, ça demande de la discipline, parce que si on arrive au travail à n'importe quelle heure, ça va pas passer en général. Si on fait n'importe quoi avec sa compagne ou son compagnon, en général, on a un retour de bâton. Donc responsabiliser les enfants aux conséquences de leurs actes, c'est un domaine citoyen. On le fait pour nous en tant qu'adultes, on le fait pour eux sur le long terme, et on le fait, je crois, aussi pour une part de la société. Et c'est ce qui m'a porté, moi, vers ce métier d'enseignante au début, parce que je pensais pouvoir contribuer à la fois au bonheur des enfants dans ma classe, à la fois à un lien avec les familles, parce que je croyais pouvoir leur apporter des choses. Après, je me suis rendu compte que c'était pas très facile, mais aussi à un lien à la société, d'améliorer un peu le monde en donnant des clés aux enfants, aux élèves, aux équipes, aux parents. Donc c'est ce que je continue à faire. Je crois beaucoup qu'en accompagnant les jeunes parents, ils n'ont parfois que le modèle de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc leur héritage parental qui est parfois un peu bancal. L'héritage parental, c'est un gros dossier. Et à ce moment-là, quand on devient parent, il y a des choses qui nous sautent au visage, il y a des choses qui nous pètent au nez. Parce qu'on ne s'est jamais posé ces questions-là,
Peut-être parce que nos parents étaient soit très stricts, soit très laxistes. Donc l'héritage parental, reconsidérez-le. Est-ce que vous voulez faire la même autorité que vous avez vécue? Est-ce que vous voulez faire complètement en opposition ou pas? Les deux sont entendables. Je pense qu'il y a des conséquences dans les deux cas sur l'enfant, parce que l'enfant qui est élevé dans une position très ferme, très stricte, va ensuite voir à quel point sa liberté est chère, et il va chérir justement sa liberté, peut-être dans son domaine pro, peut-être dans son domaine perso, dans son domaine amoureux. Et par contre, si ça a été très laxiste, il va peut-être, lui, se structurer intérieurement différemment pour se donner lui-même les repères dont il a besoin, pour se forcer peut-être à faire des études plus sérieuses, des études un peu plus abouties, parce qu'il a manqué de cadre, il a manqué de sens, il a manqué de congruence et de cohérence. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt tous. J'espère que cette room a pu t'apporter d'autres pistes, des pistes complémentaires et supplémentaires aux outils des autres épisodes du podcast. Je te laisse mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast pour soutenir mon travail et le visibiliser. Retrouve toute l'actualité des Petits Plus Zen dans le lien de cet épisode ainsi que sur Instagram et Facebook. À très vite, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.